Madame la Présidente, le petit Malo a toujours manqué d'amour. C'était un enfant sensible, esseulé, brisé. Fils d'une mère tyrannique qui le forçait à faire ses lacets lui-même et d'un père qui ne l'a jamais laissé monter devant, Malo était surtout le neveu d'un homme qui lui confisquait sa Game Boy pour qu'il profite du paysage. Alors oui, Malo donne aujourd'hui des bonbons aux enfants et les fait monter dans sa camionnette. Mais pourquoi ? Pour leur offrir, Madame la Présidente, un peu de cette tendresse dont on l'a privé. Tu ne t'es rendu compte de rien, et pourtant j'ai dramatisé mon récit, et ça a marché. Ma plaidoirie exemplaire a convaincu la juge. Malo est relaxé. Est-ce que ce verdict te semble juste ? Deuxième cas, un pays sans sécu. Kevin travaille dur, mais l'insuline de sa mère coûte 800 $ par mois. Il s'introduit dans les pharmacies closes le soir et les dévalise. Pris en flagrant délit, il écope de la même peine que Bernard Madoff. Est-ce que ce verdict te semble juste ? Malo est relaxé, Kevin condamné lourdement. Deux systèmes de justice, deux problèmes différents. Le premier système de justice fonctionne selon un principe d'équité. L'équité n'a rien à voir avec les chevaux. C'est quand la loi s'adapte au cas par cas. Elle prend en compte le contexte, les circonstances, l'histoire de la personne. Le second système, c'est l'égalité. Les mêmes règles pour tous, peu importe ton origine, peu importe ton milieu, peu importe ta coupe de cheveux, peu importe. Lequel de ces systèmes te paraît le plus juste ? Peut-être l'équité, intuitivement, sauf que la justice équitable est beaucoup plus sensible aux biais cognitifs. La recherche montre qu'on est plus empathique avec ceux qui nous ressemblent. On est aussi plus indulgent avec les personnes attirantes. Un jugement humain est un jugement humain. Il n'est jamais totalement neutre. Dans un système totalement équitable, un juge mal réveillé ou qui n'aime pas ton pull sera peut-être moins indulgent avec toi. Et s'il est corruptible, une personne riche s'en sortira mieux. Alors la plupart des pays se situent un peu entre les deux. La loi définit une peine minimale et une peine maximale, une fourchette, et les juges se baladent entre ces deux extrêmes selon le contexte. Les pays de common law, comme les États-Unis, l'Angleterre ou l'Inde, donnent plus de place à l'appréciation personnelle du juge. Conséquence, les peines peuvent être très différentes d'un cas à l'autre pour des faits similaires. La France applique la loi de façon plus codifiée dans la plupart des crimes et délits. Chaque décision doit être justifiée par un texte précis, les verdicts sont plus encadrés et les peines moins dépendantes de l'humeur du magistrat. Ce système a été codifié par Napoléon précisément pour mettre fin aux abus de l'Ancien Régime. Dans les deux cas de justice, il existe une proportionnalité dans l'application des peines. Circonstances atténuantes, situations personnelles, antécédents sont autant de critères qui influencent la décision finale. Et c'est en raison de cette proportionnalité que les amendes sont moins élevées pour les pauvres que pour les riches et que les puissants vont en prison comme les autres. Ah bah non, pas du tout. La justice deux poids deux mesures, c'est la croyance décortiquée du jour. Pourquoi les pauvres sont de mauvaises personnes ? Non, c'est trop direct. Tu sais pourquoi il y a plus de pauvres, issus de milieux précaires en prison ? Ouais, c'est mieux. Tu te dis peut-être, logique, quand on n'a rien, on est plus tenté de commettre des infractions. Eh bien, c'est pas aussi clair. Ce qu'il est, clair, c'est que le type de délit varie en fonction des classes sociales. Il y a assez peu de millionnaires auteurs de vols à l'arraché. Riches et pauvres ne commettent pas dans l'ensemble les mêmes infractions. Les délits associés aux classes populaires sont les vols, les violences physiques, les petits trafics. Ils sont plus visibles, immédiats et ont des conséquences directes sur des personnes physiques. Or, la justice protège en priorité l'intégrité physique. Elle considère que certains délits relèvent d'un danger imminent à la personne et qu'en raison de cela, il est préférable d'isoler ses auteurs le plus vite possible. Résultat, ces affaires sont traitées rapidement et sont plus susceptibles de mener à la prison. Les prévenus passent souvent en comparution immédiate, ce qui veut dire qu'ils sont jugés le jour même ou le lendemain de leur arrestation. Et il peut être difficile de préparer une défense solide en quelques heures. Les audiences en comparution immédiate durent en moyenne 29 minutes et les accusés ont 8 fois plus de chances d'écoper de prison ferme qu'en audience classique. Mais la classe sociale n'explique pas tout. À niveau de vie
Équivalent, il y a moins de personnes inculpées en zone rurale qu'en zone urbaine. Et là tu te dis, c'est logique, il y a plus de scooters à voler en ville, ce qui attire les motards. Eh bien non. Eh bien non, ce n'est pas pour ça. La différence tient surtout à une chose, la densité de population. En ville, on vit les uns sur les autres, on ne se calcule pas, on compte sur la police pour arrêter les malfaiteurs. Et on se fait plus facilement gauler aussi. Il y a plus de caméras, plus de flagrants délits, plus de témoins. À la campagne, il est plus simple de vendre une barrette de shit discrètement, on a de l'espace pour se planquer. Et les gens se connaissent plus. La pression sociale régule davantage les comportements. Et on a moins recours aux forces de l'ordre en cas de problème. Mais les délits rapportés ne sont pas les mêmes non plus. À la campagne, on observe davantage de délinquance routière et de violence intrafamiliale, alors qu'on constate plus d'atteintes aux biens en ville. Enfin, une partie de la délinquance tient aussi à une difficulté à rester dans la légalité, faute de moyens. Exemple, tu n'as pas les moyens de te payer un pass Navigo ou le permis, donc tu fais le choix de t'en passer. Ou alors tu ne déclares pas ton travail parce que tu n'aurais pas assez pour vivre en payant des impôts. Tu prends le risque. On le voit, ce sont des problèmes de pauvres. Les délits sont différents selon les classes sociales. Il y a bien une égalité de principe devant les peines et le traitement des délinquants par la justice. Mais les délits des plus vulnérables les exposent à plus de prison. Comme disait Jean-Yann, les hommes naissent libres et égaux, après, ils se démerdent. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais il faut en prendre sa part. Punchline célèbre de Rocard, souvent cité à moitié et érigé en lieu et place d'argument. Et c'est ça le problème des aphorismes. Ils sont jolis, mais ne prouvent rien. Alors, loin de moi la volonté de réduire l'immigration à la misère, mais soyons honnêtes, une fois n'est pas coutume, quand on parle d'immigration et de délinquance, on a plus en tête les petits délits que les oligarques qui planquent leurs comptes aux îles Caïmans. Les étrangers représentent environ 8% de la population française et 25% des détenus. Voilà, tu peux arrêter la vidéo là et monter un parti politique. Ou alors essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce chiffre de 25% décrit une présence en prison. Ce n'est pas une mesure directe de la délinquance. Il ne prend pas en compte tous les paramètres comme les circonstances des arrestations, les détentions provisoires, les contrôles ou les procédures. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles les étrangers sont aussi nombreux en prison. Voyons les principales. 1. La pauvreté. Les données de l'INSEE montrent un taux de pauvreté nettement plus élevé chez les étrangers, parfois 3 fois supérieur à celui de la population majoritaire. Or, on vient de le voir, précarité et exposition pénale sont liées. 2. La démographie. La délinquance de rue est majoritairement le fait de jeunes hommes. Or, ces populations immigrées sont en moyenne plus jeunes et plus masculines que l'ensemble des Français. Et on consacrera un jour un épisode entier à la virilité. Elle explique beaucoup de choses. 3. Certains délits ne concernent que les étrangers. Certaines infractions sont liées au papier, au refus d'éloignement, etc. Ce facteur reste limité aujourd'hui car la rétention administrative n'est pas systématique, mais il contribue aux statistiques. Et 4. Les garanties de présentation. Un emploi stable, un domicile fixe, des attaches familiales solides sont des éléments qui peuvent convaincre un juge de laisser quelqu'un en liberté plutôt qu'en détention provisoire, qu'il est plus utile dehors que dedans. Mais les étrangers en situation précaire disposent plus rarement de ces garanties. Et sans celles-ci, les chances d'échapper à la prison se réduisent. Et évidemment, ce manque de garantie ne concerne pas que les étrangers. D'autres Français peinent à obtenir un travail ou un logement, et cela joue sur les statistiques de délinquance. Tu es dans le métro, un jeune en survêt de casquette t'interpelle au milieu de ses potes. Eh mademoiselle, ton père est un voleur, il a volé des toiles dans tes yeux. Manifestement trop pressé, il s'est planté comme une grosse buse dans sa punchline. C'est décevant, ton intérêt s'éteint, tu l'ignores. Il s'approche, vénère et te pique ton téléphone. Comment t'es-tu représenté cet agresseur ? Eh bien, c'est exactement le sujet. Parmi les affirmations qui reviennent régulièrement sur les plateaux télé, il y a celle qui dit que les délinquants sont majoritairement noirs ou arabes. Cette affirmation est-elle vraie, fausse ou à nuancer ?
En France, la collecte de données ethniques est illégale au niveau officiel. Les chercheurs utilisent donc des indicateurs indirects, nom, pays de naissance des parents ou autres. Et effectivement, ils ont remarqué, en analysant les rapports de police, que les enfants de parents nord-africains sont surreprésentés. Mais attention, comme le dit le dicton, si tu ne sais pas ce qu'il y a derrière un chiffre, range-le dans ton tiroir, Des études menées à Paris indiquent qu'à comportement comparable, des jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 7 à 20 fois plus de chances d'être contrôlés que les autres. Il est donc statistiquement plus probable de tomber sur une personne en infraction. Mais on peut aussi se poser la question. Est-ce qu'il y a des raisons derrière cet excès de vigilance ou s'agit-il d'un biais de la police? Eh bien, c'est probablement un mélange des deux. Les descendants d'immigrés nord-africains sont proportionnellement plus présents dans certains quartiers populaires. Ces territoires sont généralement plus surveillés que d'autres et ils concentrent précarité économique, forte densité, proportion élevée de jeunes hommes, et à ça s'ajoutent des établissements scolaires fragilisés, un décrochage scolaire plus important donc, et une exposition plus forte à certains trafics. Ce cocktail favorise ce que les sociologues appellent la socialisation des pairs. Autrement dit, un jeune en échec scolaire vivant dans un environnement où certains trafics sont visibles a statistiquement plus de chances d'être recruté. La probabilité est encore plus élevée quand l'encadrement familial est fragile, par exemple, dans une famille nombreuse, monoparentale, avec le parent qui travaille loin du foyer et en horaire décalé. Il se crée une forme de boucle. Le contexte social et territorial favorise la délinquance de rue, donc la police intervient davantage. Plus de surveillance, donc plus d'infractions constatées, ce qui mène à plus de surveillance, et parfois même en dehors de ces territoires. Mais cela ne dit pas s'il existe un lien entre culture et délinquance. Et là, les choses se compliquent encore. Le chercheur Hugues Lagrange établit une corrélation entre certains jeunes délinquants et l'origine subsaharienne de leurs parents. Mais rangez vos flingues pour le moment. Son argument n'est pas la culture africaine cause la délinquance. Il parle d'un effondrement de l'autorité parentale dans le contexte migratoire. Certains parents ne parlent pas la langue et, perdus dans les codes de leur culture d'accueil, peinent à encadrer leur fils adolescent. C'est un choc d'adaptation, pas une essence culturelle. Le sociologue ajoute que prise isolément, la culture n'explique rien. L'hypothèse de Lagrange est sérieuse, bien que minoritaire en sociologie. Mais elle rejoint sur certains points l'analyse de Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS, spécialisé en criminologie. Il observe plus de délinquance autodéclarée chez les jeunes d'origine africaine, à contexte socio-économique égal. Et il confirme que la qualité du lien parent-enfant, l'établissement de structures familiales, de règles, est crucial pour éviter le recrutement par des délinquants. Il avance que les contrôles discriminatoires de la police aggravent le cycle de la délinquance et préconise la prévention au détriment de la répression. Mais comme tous les chercheurs ne tirent pas les mêmes conclusions de leurs études, présentons ce qui fait consensus en sociologie. Les experts s'accordent donc sur les points suivants. La délinquance de rue est multifactorielle et ne saurait être réduite à la culture d'origine. Elle est causée avant tout par la précarité, l'échec scolaire, le manque d'encadrement, la localisation géographique, la structure démographique et la socialisation des pairs. Si l'origine ethnique expliquait seule la délinquance, on observerait le même phénomène dans toutes les classes sociales et dans tous les contextes. Or, ce n'est pas le cas. Certains veulent faire parler les chiffres alors que d'autres condamnent tout un système judiciaire. Mais la réalité est ailleurs. La justice est la même pour tous, mais tous n'arrivent pas égaux devant elle. Et je crois à titre personnel qu'accepter de remettre en cause nos croyances peut permettre de dépassionner le débat et d'aboutir à des choix plus éclairés. Je continuerai pour ma part de creuser ce sujet. Le prochain épisode est consacré à la justice et les puissants, les riches, les grands patrons et les politiques. En attendant, je pense qu'il est sage de continuer à douter, individuellement et collectivement. C'est la meilleure façon d'avancer vers quelque chose qui ressemble au bien commun. Et ça commence par admettre qu'on croit peut-être des trucs faux, et que personne n'est parfait. On est juste humain.